Ça fait 6 ans que je vous dis que j'étais sauvagement agressée. Et tout le monde saute de joie aujourd'hui parce que je suis crue. Enfin, moi, je suis détruite. Il y a une ambiance qui plane dans au-dessus de cette affaire qui est absolument délirante. Il fallait que j'arrête tout. Toutes mes conneries de Areva, de contrat. Vous bataillez dans ces années-là contre un partenariat secret qui vient d'être signé avec les Chinois, jusqu'au jour où on vous retrouve à votre domicile, ligoté, violé, scarifié. En 2019, un livre est sorti chez Stock sur mon histoire qui s'appelle La syndicaliste. Ce livre a été adapté au cinéma. Maureen Kearney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire? Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose? Vous avez des ennemis? Depuis 1 an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. J'ai dû arriver chez Areva en 86 et j'étais embauchée comme professeur d'anglais pour préparer les techniciens, les ingénieurs, tous les projets à l'étranger. Areva était, parce que ça n'existe plus, une entreprise nucléaire dans la conception et les études des réacteurs. À la fin des années 90, je suis devenue syndicaliste parce que j'avais des stagiaires qui craquaient en cours. Et humainement, je ne pouvais pas laisser passer cela. En 2011, j'ai reçu une copie d'un contrat entre EDF et CGNPC, qui est une entreprise d'État chinoise. Il y avait des transferts de technologie de la part de EDF envers CGNPC, et c'était le savoir-faire d'Areva, qui n'appartenait pas à EDF. C'est un peu si Renault vendait des voitures avec des moteurs de Peugeot dedans, sans que Peugeot soit au courant. J'étais abasourdie. Comment une entreprise peut vendre une technologie qui ne lui appartient pas à une puissance étrangère? Nos craintes à l'époque, c'était le démantèlement d'Areva, des licenciements massifs. Une fois que j'ai eu une copie de ce contrat, j'ai dû envoyer, je ne sais pas, 600 ou 800 courriers à tous les députés sénateurs de France. J'ai demandé des réunions avec la direction générale qui niait. Donc j'ai dit, dans le respect, mais je l'ai dit au PDG que c'était un menteur et que j'avais la preuve que c'était un menteur. Là, j'ai commencé à avoir des cadres supérieurs chez Areva qui m'intimidaient. J'ai eu quelques coups de fil où on a recroché quand je décrochais. Et j'ai eu un coup de fil qui me disait de me mêler de mes affaires, que ce que je faisais ne me regardait pas. Et il disait à la fin, ça je me rappelle, je ne vous souhaite pas une bonne nuit. J'étais très stressée, ça je me rappelle, mais je n'allais pas lâcher. J'ai jamais pensé que j'étais en danger. Le 17 décembre 2012, au matin, j'avais un rendez-vous pour un IRM à 8h. La dernière chose que je faisais tous les matins, avant de partir, c'était dans la salle de bain. Je prends mon brosse à dents, je me mets à me brosser les dents, et quelque chose m'est tombé sur la tête. Le noir, je me suis retrouvée dans le noir, avec ce que je pensais être un revolver sur le dos. C'est très confus. La chose dont je me rappelle, c'est mon cœur qui s'est mis à battre, mais je l'entendais. Et j'entendais le son dans mes oreilles et l'impression que mon cœur allait traverser ma poitrine. Il m'a traîné dans le salon. Il a commencé à m'attacher. Quand j'ai senti un couteau sur le ventre, ça me coupait. Et j'ai senti mes intestins sur mes genoux. Et j'ai plus rien senti à partir de là. Et j'avais peur de bouger. Quand j'avais peur que mes intestins tombent par terre. Il m'a violée avec un manche d'un couteau. J'ai rien senti. Et je suis restée là.
pendant des heures, je crois, et des heures, et des heures. Et quelques heures plus tard, Maria, ma femme de ménage, est arrivée. Et elle m'a libérée. Je sais que j'étais examinée tout de suite, intimement, à l'hôpital par un homme. On ne m'a jamais demandé mon avis. Et il a vu le A gravé sur mon ventre. Et il m'a dit, ça c'est le nom de la personne qui vous a agressé. Et j'ai commencé à chercher des noms qui commençaient avec A. Et j'ai quelques copains dont le nom qui commence avec A. Mais je savais que c'était impossible. Dans les jours qui ont suivi, j'étais à nouveau examinée 2 à 3 fois, gynécologiquement, par des hommes, à chaque fois. Je ne voulais plus voir de médecin. Tout seulement de dignité. Aucune humanité. Les jours passent, les semaines passent, je ne dors pas, je ne mange pas. Des fois, je n'arrive même pas à parler. Et quelques semaines après, je suis convoquée, et mon mari est convoqué par la police. Je me retrouve dans un bureau avec 2 enquêteurs que j'avais déjà rencontrés, il me semble. Et ils me disent, on ne croit pas un mot, vous avez tout inventé, on le sait. Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite? C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Arrêtez de dire mon scotch. Ça a commencé, les questionnements, et ça a duré heure après heure, après heure, après heure, après heure. L'horreur totale. J'étais terrorisée, pétrifiée. Ils m'ont laissé tout seul dans le bureau. Quelqu'un est rentré, que je ne connaissais pas. Et il m'a dit qu'il n'aimait pas des gens comme moi. Et que soit je disais que j'avais tout inventé, soit la rouleau compresseur de la justice. Faire en sorte que ni moi, ni ma famille ne se relèveront. Et à ce moment-là, dans ma tête, j'ai vu ma fille et ma petite fille. Et j'ai vu un 2e avertissement, il n'y aurait pas de 3e. Et je me suis dit, c'est elle, la prochaine cible. Et on me laisse, et les 2 enquêteurs rentrent. Et je leur dis, d'accord, je dirai ce que vous voulez. Et j'ai tenté d'inventer une histoire. Quelques semaines après, j'ai reçu de la part du procureur le classement de l'affaire. Et a commencé les mois et les années d'attente. Il ne se passait rien. Rien. Pendant des années, je ne dormais pas. Je suis descendue à peu près à 43 kilos. Il y avait des cauchemars, mais épouvantables. Épouvantables. J'ai vécu des années et des années et des années dans une peur viscérale. Et j'avais cette peur pour ma famille. J'étais prête à faire n'importe quoi pour les protéger. J'ai pensé au suicide, en me disant, peut-être si moi je ne suis plus là, eux ne risquent plus rien. En 2017, il y a un premier procès. Good Morning Business. Et c'est un procès bien étrange qui s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Versailles. Mathieu Pechberti, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous avez regardé de très près, vous vous êtes passionné par ce qui est arrivé ou pas, et c'est bien toute l'histoire, à une syndicaliste d'Areva. J'étais poursuivie pour délit imaginaire, donc c'était moi l'accusé. Et dès le départ, c'était clair qu'on ne me croyait pas et on n'allait rien faire pour me rendre la tâche facile. Donc j'ai été condamnée à 5 mois avec sursis et à 5 000 € d'amende. Il n'y a eu aucune humanité, aucune bienveillance. Des conclusions indiquaient que 3 ADN ont été trouvés. Le mien, celui de mon mari et la femme de ménage. Donc il y avait un faisceau d'indices qui indiquaient que j'étais coupable. J'étais effondrée, totalement effondrée avec la verdict. Je n'arrivais pas à le croire. J'ai fait appel tout de suite et rapidement, je crois, j'ai changé d'avocat. Et là, il tombe sur erreur, sur erreur, sur erreur. Le procès en appel a eu lieu au mois de septembre 2018. J'étais complètement blanchie. Effectivement, il n'y avait pas de dossier ADN. Il n'y avait pas de mes empreintes sur le scotch. Les juges d'appel, ils ont fait leur travail comme ça aurait dû être fait dès le départ. Et on était à la maison avec mon mari et des amis. Tout le monde a commencé à sauter de joie. Et moi, j'ai regardé et j'ai dit, moi, je suis détruite. Ça fait 6 ans
que je vous dis que j'étais sauvagement agressée. Et tout le monde saute de joie aujourd'hui parce que je suis crue, enfin. Mais c'était absurde. Et à partir de là, j'ai commencé réellement à me reconstruire. Je travaille bénévolement dans une association qui s'appelle Intermed 79 et c'est pour les personnes victimes de violences conjugales. Alors c'est beaucoup de femmes. On met en place des ateliers par exemple d'écriture pour qu'elles aussi arrivent à mettre des mots sur leurs mots, M-A-U-X, des ateliers de bien-être, des groupes de parole, des séances avec des psychologues. Et la première chose qu'on leur dit quand même, quand elles arrivent chez nous, c'est « je vous crois ». Et c'est des mots très importants. Solidarité avec les femmes du monde entier. J'ai pas peur de le dire. Et encore aujourd'hui, on est un pays très machiste. Il y a quand même 250 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année en France. 100 000 femmes victimes de viol. Je pose la question. Ça veut dire quoi de nous en tant que société qu'on cache tout ça? On en parle beaucoup dans les médias, certains politiques parlent également, mais derrière, il n'y a aucun moyen humain, aucun moyen financier qui a été mis en place pour rectifier cette violence épouvantable qui existe dans notre pays. Mon message aux femmes, c'est de dire de persévérer, qu'on peut s'en sortir, que le chemin est très long, douloureux, plein de souffrance. On va tomber à plusieurs reprises, mais le courage, ce n'est pas de ne pas tomber, c'est de tomber et pouvoir se relever quand même. Alors accrochez-nous à ça et soyons là, à côté de ces femmes victimes de violences. Elles méritent toute notre empathie et toute notre attention parce qu'elles sont courageuses et dignes. Et c'est ça mon combat aujourd'hui.